Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 184e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je remercie les 2 nouvelles personnes abonnées du mois de mai, soit Sylvie et Jalangis, qui ont reçu les 3 documents que j'envoie aux personnes abonnées, soit mes analyses du mois de mars 2026. Donc, j'ai passé des heures là, à simplifier et à améliorer mon outil. Il est débloqué au complet, donc il n'y a plus de canevas vierge, c'est juste mon outil à moi, puis vous jouez dedans comme vous voulez. Il y a un guide d'utilisation aussi qui vient avec ça, un document PDF. Et le dernier document, c'est un document Word avec toutes mes prompts AI que j'ai développés à travers les années pour poser les 13 questions là, sur la qualité de la compagnie qui vaut 30 points là, à l'AI. C'est le mois depuis le début du podcast où ça a le moins bien été. Donc, je suis transparent avec vous là, sur tout ce qui touche mes chiffres puis le podcast. Donc, ça ne me barre pas de vous parler de ça. Donc, habituellement, j'ai 1 ou 2 personnes qui se désabonnent, puis 5, 6, 7 qui s'abonnent à chaque mois. Ça tourne toujours autour de 160 abonnés à peu près payants là, à chaque mois. Et le dernier, depuis que j'ai commencé à mettre les, les épisodes des abonnés gratuits 6 mois plus tard, je suis passé de 160 à 130 et là, j'ai gagné 2 nouvelles personnes abonnées, soit Sylvie et Jalangis. Donc, je suis plus autour de 130 maintenant que 160. Donc, on dirait qu'il y en a qui ont moins apprécié peut-être qu'il n'y ait plus l'exclusivité d'avoir les épisodes des abonnés. Je regrette pas ma décision du tout. L'objectif, le but premier de ce podcast-là, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire de l'éducation financière. Et je pense que de partager ces épisodes-là 6 mois plus tard, c'est un pas dans la direction de ma mission première, qui est de favoriser l'éducation financière et non pas de faire des sous. Donc, je suis désolé si ça a dérangé certaines personnes, mais ça va continuer d'être fait de cette façon-là. Puis au pire, ça tombera à 0 abonné. Puis on verra qu'est-ce qui arrive, mais mon objectif, c'est vraiment d'éduquer. Donc, je vais continuer à partager ces épisodes-là 6 mois plus tard. Et merci à tous ceux là, qui me soutiennent encore et qui vont me soutenir dans les prochains mois. Donc, aujourd'hui, parle d'un sujet là, qui revient vraiment souvent quand on parle de retraite, quand on approche de la retraite. Puis il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent tu parles pas beaucoup de retraite puis de décaissement de retraite. Puis c'est sûr parce que c'est un petit peu plus loin de moi. Là. Tu sais, je suis pas là, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc, je suis vraiment content. Aujourd'hui, on en parle. Euh, Comment décaisser sans se tirer dans le pied quand les marchés vont baisser au mauvais moment? Parce que oui, on entend partout là, une espèce de phrase là, qui se répète à retraite, il faut aller vers du 60-40, 60% actions, 40% obligations. Et pour plusieurs personnes, ça va être rassurant, simple. C'est une recette de base qui avait été présentée, notamment là, ce que j'avais dit à l'épisode 39 avec Ben Félix, qui a un portefeuille 60% d'actions internationales et 40% d'obligations. C'était le meilleur selon lui. Mais je suis tombé sur, à peu près il y a 1 an, là, sur une autre vidéo de Ben Félix qui disait que d'être 100% actions, ce serait encore mieux finalement. Donc, je me dis qu'il faut que j'écoute cette vidéo-là, mais j'ai jamais eu le temps avant que Benoît m'écrive sur ce sujet précis-là. Je lui ai donc donné le lien pour s'informer sur le sujet, puis il m'a fait une synthèse du vidéo. Donc, je l'ai écouté des mois plus tard, cette vidéo-là, et je vous partage aujourd'hui la synthèse de Benoît, bonifiée avec mes commentaires. Donc, le concept discuté dans la vidéo, là, c'est le Sequence of Returns Risk et la fameuse bucket stratégie, là, donc la stratégie des sauts à la retraite. Donc, on regarde aujourd'hui, est-ce que cette stratégie-là est pertinente? Donc, premier point abordé, c'est que le vrai problème à la retraite, c'est l'ordre des rendements. Donc, on commence par la base. Quand tu accumules, tu investis, tu travailles, tu ajoutes de l'argent, tu t'en fous un peu si le marché baisse cette année parce que tu continues à acheter et même souvent, tu es content, tu achètes moins cher. Mais quand tu es à la retraite, tu fais l'inverse. Tu vas retirer de l'argent. Et là, c'est plus seulement quel est le rendement moyen sur 25 ans qui t'intéresse. Parce que le danger qui apparaît, c'est l'ordre des rendements, surtout dans les premières années. Donc, je vous présente un exemple simple. 2 personnes qui ont exactement le même rendement moyen sur 25 ans. Mais la première personne, on va dire qu'elle a des mauvaises années là, au début de la retraite. Et la deuxième personne a plutôt ces mauvaises années-là plus tard dans la retraite. Le résultat, c'est que la première peut se retrouver à manquer d'argent, même avec un rendement moyen correct, là, qui est le même que l'autre personne, parce qu'elle a été forcée de vendre des actions quand c'était bas au début de sa retraite. C'est ça le Sequence of Returns Risk.
un mauvais rendement au mauvais moment. En passant, merci Benoît pour la synthèse. Ça m'a vraiment aidé à partir de quelque chose au lieu de partir de rien après avoir écouté la vidéo. Donc, j'ai nommé ton nom au début, mais je ne t'avais pas remercié adéquatement. Donc, merci beaucoup. Donc, le but de ce qu'on va jaser ensemble aujourd'hui, c'est de répondre à une question. Quand le marché est en baisse, est-ce que tu es obligé de vendre des actions pour payer ce que tu as besoin pour vivre? Si la réponse est oui, ben, tu as un risque qui apparaît dans ta stratégie de décaissement. Le deuxième point de la synthèse, c'est le bucket strategy. Donc, l'idée derrière cette stratégie-là est simple, mais la rigueur est dans les règles à respecter. Donc, la bucket stratégie, je vais l'appeler la stratégie des sauts à partir de maintenant, là. C'est un concept qui est assez intuitif. Donc, tu sépares ton argent en 3 sauts selon l'horizon de temps. En général, c'est 3 sauts. Il y en a qui en ont 2, mais je vous présente le 3 sauts. Le premier saut, on l'appelle le court terme. Donc, dans ce saut-là, ça va être ton argent pour payer tes dépenses dans les prochaines années. Ce saut-là doit être stable, en cash, équivalent d'être en cash, des fonds marché monétaire, donc des trucs comme ZMMK puis Cash.to. Le deuxième saut, c'est le moyen terme. Donc ça va être un pont entre ton saut 1 qui est la sécurité et ton saut 3 qui va viser les rendements, donc un peu plus de volatilité. Donc souvent, dans ce saut 2-là, ça va être un portefeuille équilibré ou des obligations, quelque chose de modéré, là. Donc on pourrait être dans du 60-40 par exemple, dans ce saut-là. Le troisième saut, c'est le long terme. Ça, c'est la croissance, donc on veut des actions. Ce saut-là va servir à battre l'inflation, à faire grossir ton portefeuille, puis à alimenter les 2 premiers sauts dans le futur. Jusque-là, c'est assez simple, là. Premier saut, sécuritaire. Deuxième saut, moyennement sécuritaire. Et troisième saut, on veut des rendements. Mais là où les gens vont se mélanger souvent, c'est que ce n'est pas le nombre de sauts qui compte le plus, c'est les règles de décaissement et de remplissage de ces sauts-là. Donc, la stratégie des 3 sauts, c'est littéralement un plan pour répondre à la question suivante. C'est quand je vais retirer, je retire de quel saut et je remplis comment mes sauts et quand je les remplis. Donc, ce n'est pas une question, c'est 4 questions, là. Quand est-ce que je retire? Quand je veux retirer, je retire de quel saut? Selon le contexte. Je remplis comment mes sauts par la suite et c'est quand je les remplis. Donc, je présente d'abord la version classique, là, c'est le troisième point de la synthèse. C'est la règle des 3 sauts avec la règle du 4 Donc, on associe souvent plutôt cette approche-là à la règle du 4 Donc, sans embarquer trop loin là, dans les débats, la règle du 4 vient d'études là, sur l'historique des rendements. On en a déjà parlé. L'idée, c'est qu'un retrait d'environ 4 au départ, ajusté avec l'inflation, a souvent fonctionné sur des horizons de 30 ans dans les données passées. Mais récemment, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que c'est encore réaliste? Est-ce que c'est plutôt 3 2,7, 2 3,2? On ne va pas trancher sur ça aujourd'hui, c'est pas l'idée de l'épisode. Ce que je veux vous montrer plutôt, c'est comment la stratégie des sauts s'emboîte dans la stratégie du 4 Donc, dans la version traditionnelle classique de la stratégie à 3 sauts, on voit souvent les 3 sauts suivants. Donc, dans le saut 1, on veut entre 1 à 5 ans de dépenses en liquidité. Donc, si c'est le chaos sur la Terre, tu devrais être capable de survivre de 1 à 5 ans avec le premier saut. Donc, c'est assez large, je trouve, voyons, comme proposition là, de 1 à 5. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus précis, mais ça doit dépendre de la tolérance au risque là, de la personne qui investit. Donc, exemple, quelqu'un qui a une tolérance au risque très élevée pourra avoir 1 an de dépenses peut-être là-dedans, puis la personne qui veut beaucoup de sécurité pourra avoir 5 ans. Vous allez voir, les 2 autres sauts sont un peu plus rigides. Donc, c'est vraiment le premier saut, je pense, qui permet aux personnes de se différencier selon leur tolérance au risque. Donc, le premier saut, 1 à 5 ans de dépenses en accès, en argent disponible rapidement, qui ne peut pas baisser. Donc, exemple, ZMMK, Cash.to ou un compte épargne. Dans le saut 2, on veut environ 10 ans de dépenses dans un portefeuille plus modéré, donc de type 60-40. Donc là, on rejoint le portefeuille de Ben Félix qui veut 60 d'actions internationales et 40 d'obligations canadiennes. Donc, dans mon cas, j'aurais probablement, on va dire, 2 ans de dépenses dans le premier saut en ZMMK. Donc, si j'ai 50 000 de dépenses par année pour survivre, j'aurais 100 000 dans mon premier saut. J'aurais 500 000 dans mon deuxième saut à 60-40. Et on va dire que j'avais 1 million. Bien, il me reste 400 000. Le 400 000 serait dans le troisième saut qui doit être 100 en action. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref.
InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Donc, je vous donne un autre exemple là, qui provenait du vidéo pour rendre ça un petit peu plus concret. Disons que quelqu'un va dépenser 23 750 par année. Dans le premier saut, on veut 3 à 5 ans. Donc, ça va donner environ 71 000 à 118 000 en cash. Dans le saut 2, ça va donner environ 237 500 dans du 60-40. Et le reste va tout être en action selon le portefeuille que la personne avait avant de commencer son décaissement. Donc, bien sûr, ces chiffres-là vont varier selon la situation, votre tolérance au risque, etc. Donc, le saut 2, on le voit dans cette stratégie-là, va servir de tampon. Si le marché des actions fait du surplace ou baisse pendant longtemps, bien, c'est sûr qu'au début, on va retirer du saut 1, mais à un moment donné, le saut 1 va peut-être être vide. Donc, on va aller dans le saut 2. Donc, avec cette stratégie-là, on est capable de survivre environ entre 11 et 16 ans minimum dans les marchés baissiers. Et sachant que les marchés baissiers n'ont jamais été baissiers, en fait, plus que 15 ans, ben cette stratégie-là permet de te protéger contre une des pires éventualités, même si ton SO2 va être impacté de manière plus modérée là, par une baisse des marchés. Pour moi, ce bout-là, c'est le bout, le bout un peu plus simple à comprendre, là. Qu'est-ce qui va dans chaque saut? On l'a compris. Saut 1, ZLMMK. Saut 2, 60-40, mettons du XBAL ou peu importe. Là, je l'avais présenté à l'épisode 39, comment on peut faire un portefeuille 60-40 comme Ben Félix le voulait. Et le saut 3, ben, on pourrait être dans du exécuté, par exemple. Je nomme juste des FNB comme ça, que ce soit plus clair. Mais le cœur d'épisode aujourd'hui, c'est comment qu'on décaisse maintenant, puis comment qu'on remplit ces sauts-là par la suite. Donc, c'est vraiment le point le plus important du vidéo. Dans cette stratégie-là, tu paies toujours ta vie à partir du saut 1. Donc, tu vas toujours décaisser à partir du saut 1. Chaque année, chaque mois, toutes tes dépenses vont sortir du saut numéro 1 qui est protégé. Puis ensuite, ben, c'est là que les règles de remplissage vont embarquer. Je vais essayer de le faire simplement avec les 3 sauts, là. Avec 3 scénarios plutôt. Le scénario A, on va dire qu'on est dans un marché haussier. Donc, le marché va bien, tes actions ont monté. À ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir vendre une partie de tes actions ou faire un rééquilibrage là, et remplir ton saut 1 pour le ramener à la cible de départ. Donc, dans une phrase, tu vends quand c'est haut pour recréer, pour remplir ton saut 1. Donc, dans le premier scénario, quand le marché est haussier, tu vas vendre peut-être des actions dans ton saut 3 pour remplir ton saut 1. Donc, tu as besoin de 50 000, tu enlèves 50 000 de ton saut 1, tu vends 50 000 de ton saut 3 pour le remettre dans ton saut 1 de manière dans un portefeuille plus sécuritaire. Deuxième scénario, le marché est en baisse, il y a un crack boursier, on va dire. Donc, le marché baisse beaucoup. Là, la règle, c'est que tu ne vas pas toucher aux actions. Tu vas juste vivre avec ton saut numéro 1 et tu vas laisser le marché faire sa job là, pour essayer de remonter un jour. Donc, tu ne vas pas vendre à perte. Donc, dans le scénario 2, quand le marché est en baisse, donc en bas de 0% de rendement, tu ne vas rien vendre. Tu vas juste retirer de ton saut numéro 1 qui va se vider. Il ne va pas se remplir pour l'instant. Tu vas seulement, donc, on va tomber dans le scénario C, justement, là. Donc, si la baisse continue, parce que là, c'est la question qui stresse tout le monde. OK, mais si ça baisse longtemps, genre sur plusieurs années, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que le saut 2 peut servir. Donc, dans un modèle à 3 sauts, si le saut 1 se vide pendant une période difficile et que le marché des actions n'a pas encore recommencé à monter, bien là, tu peux commencer à remplir ton saut 1 à partir du saut numéro 2, qui est supposé être plus stable là, qu'un portefeuille 100% action. Donc, pour dire ça plus simplement, là, tu sors toujours ton argent du saut 1. Quand ça va bien, tu vas vendre des choses. On va dire, quand ça va bien, il faut que tu te mettes des règles, là. On va dire que quand c'est en haut de 5% le marché cette année, ben, tu peux dire, ben, je vais vendre de l'argent de mon saut 3 pour remplir mon saut 1. Et si ça continue d'aller mal, on va dire que ça va mal, tu vas juste rien vendre, tu vas juste sortir l'argent du saut 1. Et si ça continue d'aller mal plus longtemps que ton saut 1 te permet de vivre, bien là, tu vas décaisser du saut numéro 2 pour remplir ton saut 1 en espérant ne pas avoir à te rendre à ton saut numéro 3. Donc, le but est toujours le même. Il ne faut pas être forcé de vendre des actions au pire moment. Donc, saut 1 sécuritaire, saut 2 60-40, saut 3 100% action. On retire toujours du saut numéro 1. Quand ça va bien, tu vas remplir ton saut 1 avec ton saut 3 qui est 100% action. Quand ça va pas bien, tu ne remplis pas ton saut 1 jusqu'à temps que tu n'aies plus d'argent. Là, tu vas aller sortir l'argent de ton saut numéro 2.
jusqu'à temps que ça commence à bien aller. Puis quand ça va bien aller, ben, tu vas vendre de ton saut 3 pour remplir progressivement tous tes autres sauts. Cinquième élément de synthèse du vidéo, c'est qu'est-ce qui arrive si quelqu'un veut rester 100% action. Donc, une variante qui revient de plus en plus, surtout chez les gens qui ont une bonne tolérance au risque, comme je l'avais dit dans la vidéo que j'ai écoutée, c'est qu'il y a des personnes qui se disent, ben moi, je veux être 100% action, mais je veux aussi me protéger contre un crack boursier au mauvais moment. Donc, dans ce cas-là, il y a une stratégie qui apparaît souvent, c'est une version un peu plus simplifiée de la stratégie des sauts, qui a deux sauts. Donc, un saut en cash, donc le saut numéro 1 de tantôt, qui va être entre 3 à 5 ans de dépenses et tout le reste va être en action. Donc, on fait sauter le saut numéro 2. On a seulement le saut 1 et le saut 3 dans cette stratégie-là. La logique va être la même. Tu vas vivre avec le saut numéro 1 et tu vas seulement le remplir quand le marché est favorable. La grosse différence, c'est qu'on enlève le saut 2, donc tu enlèves le tampon là, de stabilité entre les deux. Et ce modèle-là va fonctionner mieux si tu as un taux de retrait plus faible. Donc, exemple, tu as besoin de retirer 2,7% au lieu de 4%, ou tu as une plus grande flexibilité. Donc, tu es en mesure de réduire temporairement tes dépenses au besoin, ou tu as peut-être d'autres revenus, là, un petit travail à temps partiel, une rente, etc. Parce que si tu es 100% action et que tu retires trop, tu peux quand même te mettre dans le trouble, là. Donc, l'idée ici, c'est d'être 100% action, oui, mais avec une discipline de décaissement, puis un certain coussin là, qui peut venir pallier, là, on va dire, le saut numéro 2, soit être capable de diminuer tes dépenses drastiquement parce que tu n'as plus de loyer, tu n'as plus de logement, etc. La question qui revient souvent, c'est le saut numéro 2. On met combien d'argent dedans? Donc là, on revient à la stratégie classique. Là. Je viens de vous présenter une stratégie à 2 sauts, mais on revient à la stratégie à 3 sauts. Combien qu'on met dans le saut numéro 2? On avait dit 10 ans tantôt. Euh, la question centrale, là, c'était bon, le saut 1, on met à peu près 1 à 5 ans ou 3 à 5 ans. 1 à 5 ans, on va dire, là, tu décides selon ta tolérance. Le saut 3, je comprends, tout en action, mais le saut 2, on met combien? Puis, comme la vidéo le disait, là, c'est à peu près 10 ans, mais pourquoi 10 ans? Parce que cette période-là va couvrir là, en fait, c'est un petit peu un juste milieu entre c'est trop loin 10 ans pour juste mettre ça en cash. Cet argent-là ne va pas travailler, mais c'est trop proche pour laisser ça complètement dans la volatilité des actions, là, surtout si tu veux un décaissement qui est assez stable, là. Donc là, c'est à vous de voir, tu sais, en fait, en conclusion, là, c'est pas une recette, c'est un système. Donc, le message le plus important, c'est que la retraite, c'est pas juste quel portefeuille je vais choisir, 60-40 ou 100% action. La vraie question, c'est plutôt quel système tu as pour décaisser quand les marchés vont baisser. Surtout si ça arrive au début de ta retraite. Parce que quand ça chute de 30%, c'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment d'appliquer un plan qui est déjà réfléchi. Donc, si je résume la stratégie en une phrase, là, tu vis sur un saut, le saut 1, et tu le remplis seulement quand le marché va bien avec le saut numéro 3. Et tu as le saut numéro 2 pour ceux qui adoptent la stratégie à 3 sauts qui te permet de survivre plus longtemps si la baisse est prolongée. J'ai vraiment apprécié ce vidéo-là. Ça m'a vraiment amené quelque part qui était intéressant. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a encore. J'aurais aimé ça qu'ils mettent des profils. C'est comme, OK, tu as un profil, un peu comme on remplit un profil d'investisseur. Bon, tu as un profil audacieux, donc 100% action. Tu devrais avoir la stratégie à 2 sauts avec 2 ans dans ton saut 1, puis après ça, tout le reste dans le saut 3. Tu as un profil 80-20 d'habitude dans ta vie active. Bien, à la retraite, tu devrais avoir la stratégie à 2 sauts aussi, mais avec 3, 4 ans de dépenses, on va dire dans le saut 1, le reste en action. Tu as une stratégie 60-40 dans ta vie active, bien, tu devrais avoir la stratégie à 3 sauts avec X années pour saut 1, blablabla. Donc ça, j'aurais aimé ça peut-être un peu plus, ça aurait été concret là, d'avoir des profils avec, OK, bien voici comment tu étais dans ta vie active, voici comment tu devrais être pour optimiser cette stratégie des sauts-là dans le décaissement de la retraite. Qu'est-ce que je retiens de tout ça, là, une dernière petite phrase, là? Le plus important, c'est pas d'avoir 2, 3 ou 4 sauts. Le plus important, c'est d'avoir des règles claires pour ne pas improviser là, à la retraite pour décaisser, surtout quand les marchés vont pas bien. La semaine prochaine, on continue dans ce thème-là de décaissement de la retraite parce que je vais partir d'un article de Nicolas Bérubé qui disait le contraire de ce que je viens de vous dire aujourd'hui à partir d'un article scientifique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai lu l'article de Nicolas Bérubé qui disait que juste avoir un FNB 60-40, c'était mieux que la stratégie des sauts. Et j'ai lu l'article scientifique aussi sur lequel Nicolas Bérubé se basait et on prend position. On va décider la semaine prochaine, c'est-tu mieux la stratégie des sauts, 2 sauts, 3 sauts, ou juste avoir un FNB 60-40 comme je parlais dans l'épisode 39.
Ce jeudi, c'est l'épisode des abonnés numéro 37, donc je vais parler du meilleur produit pour investir dans un compte non enregistré. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.